C'est l'heure de vous informer. Bonsoir. Après plus de 2 mois de fermeture liées à la guerre de l'F-123, les postes frontaliers d'Ouvira côté congolais et de Gatumba côté burundais a officiellement ouvert ce lundi 23 février. Une décision conjointe des autorités de la RDC et du Burundi saluée par les populations longtemps privées d'échanges. Reportage. Le poste frontalier reliant Uvira en République démocratique du Congo à Gatumba au Burundi a officiellement rouvert ses portes ce lundi 23 février après plus de 2 mois de fermeture provoquée par la guerre de l'AFC M23. Une décision attendue avec impatience par les populations des deux côtés de la frontière, longtemps privées de liaisons et d'échanges. Fermé le 10 décembre dernier par le Burundi, à la suite de la prise d'Uvira par le rebelle de l'AFC M23, les postes de Gatumba reprend un service dans un climat sobre mais déterminé. Aucune cérémonie officielle n'a marqué l'événement. Les autorités congolaises et burundaises ont convenu d'un commun accord de laisser libre passage aux usagers dans le strict respect de règles en vigueur. Le chef des services migratoires de Kamvimvira en République démocratique du Congo, après un entretien avec le commissaire général des migrations du Burundi, Maurice Mbonipa, a rappelé à nos confrères d'actualité.cd que les formalités migratoires d'usage sont obligatoires comme d'ordinaire, visa et documents nécessaires. Les frontières seront ouvertes quotidiennement de 8h à 17h. Sur les terrains, la satisfaction est palpable. Commerçants, voyageurs et familles séparées par la fermeture saluent une reprise qui redonne souffle aux échanges économiques et aux liens sociaux. Même élan de soulagement du côté burundais, où de nombreux citoyens se réjouissent de la normalisation progressive de la situation. L'annonce officielle de la réouverture immédiate avait été faite dimanche à Uvira par le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, confirmant ainsi la volonté des deux pays de rétablir la circulation transfrontalière. Au-delà d'un simple passage rouvert, c'est un symbole fort, celui d'un retour progressif à la stabilité et d'une volonté partagée de maintenir le pont ouvert malgré les turbulences sécuritaires. La coopération sécuritaire entre la RDC et les États-Unis se renforce. Kinshasa annonce la visite du commandant de l'AFRICOM après le passage d'un conseiller du Sénat américain dans la capitale. Reçu lundi par la première ministre Judith Suminwa, l'émissaire a fait le point sur l'accord historique selon le porte-parole Patrick Mouyaya. Suivez ses comptes rendus. Par la suite, nous avons américaine. Par la suite, nous avons la dimension bilatérale. L'émissaire que vous avez vu travaille au niveau du Congrès américain. Vous savez que c'est les congrès aux États-Unis qui disposent notamment de pouvoirs de financement et qui veut s'assurer justement du suivi de ce qui avait été prévu. La première ministre a eu l'occasion de lui dire c'est que nous faisons notamment l'existence d'une feuille de route, d'une task force, et nous nous assurons que dans le cadre de ces partenariats stratégiques, qui en réalité, c'est un accord du futur, au regard de tout ce qui est prévu, nous, République démocratique du Congo, nous nous assurons de faire notre part. Ici, je comprends bien la subtilité de la question. Il est évident que la question du Rwanda, à mon avis, elle est peut-être déjà résolue. Mais elle prend juste du temps parce qu'il y a des process qui se font là-bas. Nous sommes dans un processus diplomatique qui prend du temps. Dans les jours qui viennent, nous attendons le commandant de l'AFRICOM qui va arriver dans le cadre de ce partenariat militaire qui va se mettre en place sur la sécurité. Ce sont des signaux qui permettront, dès que l'accord commencera, l'accord économique, disons de partenariat stratégique, commencera pleinement à donner ces résultats, il y a des choses qui vont se résoudre de soi. De toute évidence, ici, la République démocratique du Congo a été, j'ai envie de dire, rétablie dans son rôle de pays solution. Nous étions aux États-Unis pour le sommet des Critical Minerals. Les Rwandais n'étaient pas invités parce que c'est pas les activités de vol et des recels qui vous donnent droit à la table lorsqu'il faut décider de l'avenir. Les protocoles qui a été réservé au président de la République, que ce soit au niveau du Congrès ou ailleurs où nous avons été, l'a été de manière particulière, parce que les honneurs que le président de la République a reçus au Congrès, récemment, il n'y a aucun chef d'État qui n'avait été reçu avec un tel protocole. C'est illustratif justement de ce que cette relation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis représente pour le gouvernement américain, et la venue
de cet émissaire spécifiquement qu'en République démocratique du Congo et pas de l'autre côté est illustratif justement de cette volonté de l'administration à la fois américaine ou du Congrès américain de s'assurer que tout est mis en place pour que ces partenariats puissent donner les résultats qui sont escomptés. En séjour dans la capitale, le conseiller Afrique du Sénat des États-Unis, John Tomaszewski, a réaffirmé le soutien à l'engagement du Congrès à travailler étroitement avec l'administration Trump pour l'exécution rapide et la pérennisation de cet accord. Il est ici. Alors, la chose la plus importante portait sur trois choses. D'abord, c'était de communiquer sur l'importance de cet accord stratégique bilatéral signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne le partenariat sécuritaire et économique et comment nous, du Congrès, en tant que membres du Congrès, travaillons quant à l'implémentation et des plans pour la mise en œuvre de cet accord. Et c'était également l'opportunité pour moi de partager la perspective des États-Unis sur cette question. Le deuxième point pertinent, c'était par rapport au conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo, mais également la crise humanitaire, les défis que rencontrent les peuples sur terrain et tout ce qui englobe le processus de paix après ayant réuni à Washington bien sûr le président américain, le président rwandais, le président congolais en décembre. Le troisième point important portait sur un aperçu plus large d'une connexion avec le Congrès américain pour les aspects de ce contrat qui vont au-delà de la présidence des deux pays pour s'assurer que, quels que soient les changements éventuels, qu'il y ait une forme de pérennité dans ces engagements avec les États-Unis. Alors, la chose la plus importante, c'est de croire au leadership de nos deux pays. Le président Trump et le président congolais ont mis sur pied des mécanismes que nous n'avons pas encore vus dans les administrations précédentes pour ramener les partis ensemble, parce que nous avons déjà un accord, nous avons tous ces éléments par rapport au processus de paix. Bien sûr, il y aura des défis, mais il y a des discussions en cours pour voir comment faire avancer ce projet et essayer de voir comment les États-Unis pourraient aider. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis ici, pour essayer de comprendre en profondeur quels sont certains obstacles et rentrer à Washington et discuter, en tout cas au niveau du comité, comment nous. Nouvelle escalade de conflit dans l'est de la RDC, à Lumbishi, dans les territoires décalés, au sud Kivu, l'F-123 accuse Kinshasa de mener des bombardements depuis l'aube. Le mouvement rebelle évoque des frappes et a visé des zones habitées, faisant au moins une victime civile, plusieurs blessés et de nouveaux déplacements de population. Le détail de cet élément. Dans une publication diffusée à l'aube sur son compte X, le porte-parole politique de l'F-123 dénonce un bombardement incessant et aveugle mené par les forces coalisées du régime de Kinshasa contre des zones densément peuplées de Lumbishi. Selon ce communiqué estampillé, mis à jour du 23 février 2026, les frappes auraient débuté à 1h45 du matin, ce lundi, visant des quartiers habités. Le mouvement rebelle affirme qu'une civile identifiée comme Safise Makoma a été tuée lors de cette offensive. Des autres personnes, Dieme Mouda Kahana et Mouhawe Evariste, auraient été admises en urgence dans un hôpital de proximité, tandis que plusieurs blessés supplémentaires sont signalés. L'F-123 évoque également de nouveaux déplacements forcés des populations parla d'une crise humanitaire en aggravation. Les textes accusent les forces du gouvernement congolais, appuyés selon lui par des éléments de forces armées burundaises, de cibler délibérément des zones habitées. Dans sa déclaration, le mouvement affirme que ces accusations ont été relayées par Radio France Internationale RFI, citant le journal Afrique diffusé à 4h30 GMT, salon du 23 février. F-123 soutient que ces éléments viendraient confirmer des violations répétées du cessez-le-feu. Les communiqués
conclut en attribuant d'entières et exclusives responsabilités des bombardements et des violations alléguées au régime de Kinshasa. À ce stade, aucune réaction officielle des autorités congolaises n'a été rapportée en réponse à ces accusations. Amenez. À Béni, le gouvernement provincial du Nord Kivu a lancé ce lundi 23 février un forum stratégique pour mettre fin à la menace des ADF. Autorités politiques, responsables militaires des FARDC, partenaires internationaux et représentants de la MONUSCO y prennent part. Objectif, définir une riposte globale et coordonnée face à une insécurité persistante. Reportage. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a ouvert ce lundi 23 février 2026 à Béni le forum provincial de paix centré sur la problématique des forces démocratiques alliées à ADF. Travaux se déroulent jusqu'au 26 février dans l'enceinte de Congo Solutions située en camping dans la commune de Rwenzori. Cette initiative vise à définir une stratégie globale et coordonnée pour combattre durablement les phénomènes ADF dans le territoire de Béni et de Lubero directement affectés par des années d'insécurité. Président de la cérémonie d'ouverture, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Evariste Somo, a salué la mobilisation des autorités politiques de forces de défense et des partenaires internationaux qu'il considère comme un signal fort de soutien aux populations touchées par les violences. Il a aussi plaidé pour une rupture avec ce qu'il qualifie de normalisation des massacres et du deuil, appelant à des actions concrètes pour protéger les civils et restaurer l'autorité de l'État. La rencontre a réuni plusieurs hautes personnalités, notamment le président de l'Assemblée nationale, le chef d'état-major adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ainsi que des représentants de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, de l'UPDF, l'armée ougandaise et d'autres partenaires engagés dans la stabilisation de la région. Au-delà du Nord Kivu, les échanges ont mis en lumière l'expansion des violences attribuées aux ADF vers la province de l'Ituri et jusqu'à Pondwe en Ouganda, confirmant le caractère transfrontalier de la menace. À l'issue de ces assises, les organisateurs espèrent dégager des recommandations fortes et opérationnelles capables d'instaurer une paix durable dans cette partie de la République démocratique du Congo. Présent au forum provincial à Béni, le député national Libert Furuguta, élu de Goma, a exprimé son espoir de voir cette initiative marquer un véritable tournant dans la quête de la stabilité dans la région. Nous voulons que ce soit le début des réels efforts au service de la paix. Nous saluons cette initiative, a-t-il déclaré. Suivez ses propos. Que ce soit l'une des plus grandes rencontres qui mettent fin aux assises éternelles sur l'insécurité à l'est de la RDC et particulièrement dans cette partie de la République. Nous voulons que ce soit un début des réels efforts au service du peuple, au service de la nation. Et je salue cette initiative. Nous nous sommes déplacés jusqu'ici pour venir participer ensemble à la collecte des idées, à la collecte des pensées et des propositions sur ce que nous pouvons faire réellement et efficacement pour que cette fois-ci la paix revienne. Mettons-nous ensemble avec les institutions. Mettons-nous ensemble avec la province, mettons-nous ensemble avec tous les acteurs qui se battent pour que la paix revienne ici. Que chacun soit participant et que chacun soit bénéficiaire. Moi, je pense que ces assises sont parmi les meilleures compte tenu de leur cahier des charges. C'est parmi les meilleurs. Et je pense que ce sera un véritable début de paix. Et nous ne voulons plus que nous revenions ici pour parler de ce que nous devons faire pour la sécurité. On ne manque pas de moyens pour la sécurité. Je crois que c'est une prise de conscience réelle qui manque. Et ce doit être le début. Avec cette rencontre de toutes les organisations internationales ici, et tous les partenaires africains, et tous les partenaires nationaux, je pense que ça peut aller. Et moi, je veux qu'on revienne ici pour parler développement de la province de Nord Kivu, développement de la ville de Béni, de Butembo, parler de la sécurité réelle et permanente. Vous savez, quand on ne connaît pas le problème, on ne peut pas avoir de solution. Et c'est à travers des assises qu'on comprend les problèmes. Et que ce soit vraiment une véritable compréhension des problèmes et une véritable piste de solutions. Je crois que ce sera l'important de ces assises. Je crois que c'est ça. Et pour terminer, Guy Robert Lukama, actuel président du conseil d'administration de la GECAMINE, change de casquette. Il est nommé directeur général de la société Orifère du Kivu et du Maniema, la Sakima. Dans la foulée, Daniel Mbaousukisa fait son entrée au sein du conseil d'administration. Les décisions actées à travers les dernières ordonnances présidentielles lues sur les antennes de la RTNC. Suivez un extrait.
premiers sont nommés membres du conseil d'administration de la Société aurifère du Kivu et du Maniema, en sigle Sakima SA, les personnes ci-après. Messieurs Makolo Kamwena Kanana, Messieurs Guy Robert Lukama Kunzi Pango, Messieurs Kulungu Doug, Messieurs Lokana Bahati Fidèle, Messieurs Bokondu Mukuli Georges, Messieurs Chibonge Efinda David, Messieurs Mbaou Sukisa Daniel. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Makolo Kamwena Kanana, président du conseil d'administration. Messieurs Guy Robert Lukama Kunzi Mpango, directeur général. Messieurs Ngwama Mwahoma Théodore, directeur général adjoint. C'est par cet élément que nous mettons fin à cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, commenter et partager toutes ces actualités. Rendez-vous, prochaine édition.